L'hiver vient tout juste de se terminer. Ouais, je sais, on a du mal à y croire, ouais. Et s'il y a bien une chose dont je me souviendrai cet hiver, c'est qu'en termes d'animé, franchement, Il y avait pas grand chose, hein. alors, ok, on a pu passer un hiver chaleureux avec Frieren. Ok, on a pu kiffer nos week-ends avec les carnets de l'apothicaire. Mais en termes de nouveautés, c'était pas fameux, on va pas se mentir. Et puis, j'ai découvert ce que nous réservait le printemps 2024. Et là, j'ai compris que j'étais sur le point de dire adieu à ma vie morose et sans saveur. Ouais, parce qu'il y avait tellement de dingueries qui étaient annoncées qu'à la suite de ces découvertes, le printemps 2024 m'avait déjà convaincu de tout un tas de choses. Le printemps 2024 m'avait convaincu d'écrire ma plus belle lettre de démission à mon patron. Vous aurez sûrement remarqué ce magnifique croquis d'une zigounette échelle 1/10. Oui, ceci est tout simplement le summum de l'humour, selon Raivor. Le printemps 2024 m'avait fait rejoindre, avec grande fierté, la team chômage, me permettant ainsi de renouer avec mes véritables racines de weeb. Et pour finir, le printemps 2024 m'avait fait envoyer un message à tous mes amis pour bien leur faire comprendre que ces prochaines semaines, j'allais avoir d'autres priorités. Et après tout ça, j'étais enfin prêt. Prêt à vivre selon les préceptes du printemps 2024. Autrement dit, prêt à suivre la voie de l'ermitage. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais un peu large niveau timing. La plupart des animés du printemps ne commencent que dans une semaine. Du coup, en attendant, auriez-vous 5 minutes pour parler des bienfaits de la saison printanière et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur votre vie sociale? Bon, je vous pose la question, mais vous n'avez pas le choix. Du coup, je m'excuse par avance auprès de vos amis et de votre famille, mais je vous emmène avec moi sur la voie de l'ermitage en découvrant les animés du Ça, c'est un giga postiflard. printemps 2024. Et on commence avec Grandpa et Grandma Turn Young Again. Est-ce que vous aimez les romances matures? Est-ce que vous aussi, vous avez toujours fantasmé de voir les ébats amoureux de vos grands-parents? Oh, toi t'es né dans le Nord, non? Comment tu sais? Une intuition. Non, si je vous demande ça, c'est parce que Grandpa et Grandma Turn Young Again, ça va raconter l'histoire d'amour de Shozo et Saito. Deux personnes âgées qui, malgré la grosse calvasse et les nibards parallèlement alignés au nombril à cause de l'âge, continuent de s'aimer comme au premier jour, vivant ainsi une vie remplie de joie et de bonheur. Deux mots qui veulent dire la même chose en soi. Le problème, c'est qu'avec l'âge, y a beaucoup de problèmes qui apparaissent, hein. Les problèmes de dos, les raideurs musculaires, les rides, enfin bref, au vu de l'audience qui me suit, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. Vous savez déjà très bien de quoi je parle. Mais, contre toute attente, un matin qui semblait tout à fait normal, les deux octogénaires se réveillent avec 60 ans de moins, devenant ainsi de véritables BG et retrouvant même la vigueur de leur jeunesse. Sauf que bon, ils ont beau être devenus des top modèles, Shozo et Saito restent exactement comme ils étaient. Des gens simples et profondément amoureux l'un de l'autre. Du coup, l'histoire va juste suivre le quotidien de ces deux âmes sœurs dans leur nouvelle vie de jeunes vieux, et c'est tout. Alors, je vous l'accorde, quand on se fie au synopsis, ça a pas l'air franchement folichon, hein, on va pas se mentir. Mais si on essaie de creuser un peu plus, on s'aperçoit qu'en fait, on pourrait avoir là un animé bien plus profond et émouvant qu'il n'y paraît. Pour moi, cet animé représente tout ce que le printemps nous inspire. De la légèreté, de la beauté, de l'humour, mais aussi et surtout de belles émotions. Très honnêtement, je trouve qu'il y a un vrai manque de romance mature dans les animés. Alors oui, c'est toujours cool de découvrir un amour naissant entre deux lycéens, ou parfois entre 100 lycéens dans les cas les plus extrêmes, mais en règle générale, ce genre d'histoire, elle peine vraiment à apporter une réelle nouveauté en termes d'intrigue. Du coup, ici, quand je vois que l'histoire s'attarde sur la relation d'un couple qui ne fait que s'aimer depuis 60 ans, j'ai vraiment la sensation que l'animé, en plus de nous montrer une romance hyper tendre et hyper inspirante, pourrait également nous proposer une histoire basée sur l'émotion, mais aussi et surtout sur les prises de conscience vraiment poignantes vis-à-vis de questions qu'on s'est tous déjà posées un jour. Que ce soit sur le fait de vieillir, sur le grand amour, sur le fait que le temps, c'est éphémère, sur l'importance de savourer chaque instant de notre jeunesse avant qu'il ne soit trop tard, etc., etc. Et puis, faut pas oublier que là, ce qui rend cet animé potentiellement unique, c'est avant tout son choix de protagoniste octogénaire. Je le répète, mais un tel choix, c'est vraiment ce qui permet d'avoir un duo de personnages dont la sagesse accumulée au fil des décennies pourrait être un atout majeur concernant le scénario. Enfin bref, personnellement, je crois fermement que cet animé pourrait être une belle surprise dans le genre romantique, capable de nous émouvoir autant que nous faire rire. Alors en vrai, pourquoi pas? Je veux dire, entre deux animés de bagarre, et croyez-moi, il va y en avoir cette saison, je pense que ça peut vraiment être le petit moment de douceur du printemps. Du coup, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous le 7 avril 2024 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Autre annonce qui promet beaucoup pour ce printemps, No Longer Rangers. Il y a 13 ans, une armée maléfique a tenté d'attaquer la Terre. Mais fort heureusement pour l'humanité, un groupe de 5 héros légendaires qu'on appelle les Dragon Keepers, et qui sont connus pour être des Super Sentai, en gros c'est des sortes de Power Rangers quoi. Et je sens qu'après cette comparaison, je vais me faire insulter par les puristes. Se sont dressés devant cette armée et ont réussi à éradiquer la menace en même pas un an. Autrement dit, la soi-disant
armée maléfique s'est lamentablement fait humilier. On peut donc dire que depuis ce jour, la menace n'existe plus, puisque les principaux dirigeants maléfiques ont tous été éradiqués. Mais ça, personne ne le sait en fait. Ouais, parce que les Dragon Keepers ont décidé de capturer les soldats maléfiques survivants de cette attaque et de les humilier jour après jour en les forçant à rejouer leur défaite devant les caméras, les faisant ainsi passer pour les plus gros branquignols qui soient et les confrontant aux moqueries quotidiennes des humains qui, eux, pensent réellement que les Dragon Keepers luttent quotidiennement pour protéger la Terre face à cette armée d'incapables. Et le pire, c'est que cette mascarade, ça fait 12 ans qu'elle dure. Du coup, cette humiliation, elle commence à peser pour certains membres de l'ancienne armée maléfique, à commencer par le troupier D. Oula, faut surtout pas oublier une syllabe en prononçant son nom à celui-là. Un ancien soldat de l'armée maléfique qui, enragé par l'esclavagisme qu'il subit jour après jour, a décidé de se rebeller et prendre sa revanche. Il va donc s'infiltrer dans l'escadron des Dragon Keepers, se mêler à eux incognito, et va même tenter de devenir lui-même un ranger afin d'obtenir la force nécessaire d'éradiquer ses ennemis. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les Dragon Keepers sont loin d'être des enfants de cœur, à commencer par le tyrannique Red Keeper, le plus puissant des Dragon Keepers qu'il devra éliminer s'il veut pouvoir retrouver sa liberté un jour. Alors, ce qui me plaît dans cet animé, c'est qu'au premier abord, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon camp à proprement parler en fait. D'un côté, on a un clan maléfique qui nourrit une profonde haine envers les humains, et qui, du coup, vont tenter de se rebeller, et de l'autre, on a les soi-disant protecteurs de la Terre qui, eux, ils ont plus l'air d'être des anti-héros qu'autre chose en fait, prenant même un malin plaisir à torturer leur proie. Du coup, je pense que ça peut donner une histoire assez inattendue en fait. Vous savez, ce genre d'histoire à la The Boys où la frontière entre le bien et le mal est assez ambiguë et où chaque personnage possède ce petit vice qui nous fait à la fois l'apprécier et le détester en même temps. Et du coup, ouais, personnellement, quand je regarde ce genre d'œuvre qui montre un monde où les notions traditionnelles de bien et de mal sont non seulement brouillées, mais profondément remises en question, ça me captive direct en fait. Après, la question c'est de savoir, est-ce qu'on aura un animé à la Talentless Nana, où le but sera d'intégrer un groupe de gens pour les tuer un par un, ou alors est-ce qu'on va avoir ce type d'animé où le héros va infiltrer un réseau et se montrer extrêmement passif envers ses ennemis. Bon après, je garde bon espoir parce que faut pas oublier qu'on se trouve aussi là dans une histoire de vengeance. Le troupier D, là, il veut clairement en découdre avec les Dragon Keepers. Du coup, ouais, forcément, ce côté-là de l'animé, perso ça me branche bien. Vous commencez à connaître mon penchant pour les animés abordant ce genre, hein. En même temps, dès qu'il y a de la chicore, on me retrouve jamais bien loin. Sauf quand elle intervient dans la vraie vie. Victime. Non, écoutez, peut-être que je me fourre carrément le doigt dans l'œil concernant cet animé, c'est fort possible. Peut-être que ça sera juste une comédie pure et dure, mais en vrai j'ai ce petit feeling qui me fait me dire que ça pourrait vraiment être ce genre d'animé inattendu qui, pour une fois, déconstruit un peu ce cliché bienveillant des Super Sentai comme avait pu le faire Madoka Magica avec les Magical Girls. Du coup, ouais, j'ai envie de lui donner sa chance. Et si comme moi ça vous donne envie, alors je vous donne rendez-vous le 7 avril 2024 sur... Oh non. Sur ma chaîne. Ouais, va falloir qu'on en parle, hein, parce que connaissant Disney+, ça va être une dinguerie et personne sera au courant. Nickel Disney+, hein, ne changez rien surtout. On passe maintenant à un animé qui me laisse pas mal perplexe, Unnamed Memory. Oscar est un jeune homme qui tout sourit. Il est riche, il est beau, et il est même le prince héritier de Pharsas. Ah c'est pas rien. Sauf que sous cette vie parfaite en façade se cache un gros point noir. Faut aller chez l'esthéticienne alors. Ouais, en fait, lorsqu'il était enfant, Oscar, il a été frappé par une terrible malédiction. Une malédiction extrêmement puissante dont l'effet est de tuer instantanément toutes les femmes qui deviendraient son épouse. Un terrible sortilège nommé la malédiction du puceau éternel. Non, je déconne. Mais avouez que ça fera un bon titre. Aujourd'hui, Oscar a 20 ans, et bien que tout lui sourit, il se sent seul, et il aimerait avoir une femme. C'est pourquoi il se mettra en tête d'escalader la plus haute tour mortelle qui existe, car il est dit qu'au sommet de cette tour se trouverait Tinasha, une jeune fille surnommée la sorcière de la lune azur, et qui, d'après Oscar, posséderait une puissance suffisamment forte pour briser sa malédiction. Sauf qu'en apercevant son chara-design extrêmement générique nous rappelant la plupart des waifus des animés romantiques, Oscar tombera instantanément sous le charme de cette dernière, et décidera, par conséquent, de demander Tinasha en mariage. Bah ouais, il se dit que, vu que c'est une sorcière, elle sera très certainement assez puissante pour survivre à l'effet du maléfice. Ah et j'espère pour lui en tout cas, hein, sinon vous savez ce qui l'attend. Coucou. Bon alors, à première vue, Tinasha, elle est pas totalement intéressée, hein. En vrai, se marier, elle en a rien à foutre, hein. Et puis au final, avec le temps... elle finit par accepter. En même temps, entre retourner dans sa tour moisie et être toute seule toute sa vie, ou être logée et nourrie dans un grand château, la question elle est vite répondue. Décidant ainsi d'emménager pendant 1 an dans le palais royal aux côtés d'Oscar afin de trouver une solution pour le libérer de sa malédiction. Mais ce que Oscar ne sait pas, c'est que Tinasha, elle a un passé vraiment sombre, et que ce passé, il est sur le point de refaire surface. Si j'ai mis cet animé dans la liste, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent les animés romantiques qui se déroulent dans un univers rempli de fantaisie comme celui-là. Ouais, disons-le, au premier abord, Unnamed Memory a l'air d'offrir une aventure vraiment plaisante, avec de nombreux combats, des personnages badass, une histoire d'amour plaisante. Bref, en soi, la façade de l'animé paraît franchement cool, on va pas se mentir. Mais
je sais pas, personnellement, j'arriverai pas à vous saucer plus que ça le concernant parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation de déjà-vu quand je vois les bandes annonces. Les personnages sont clichés au possible, l'histoire a l'air d'être un mélange de tout ce qu'on a déjà aperçu dans d'autres animés du genre, et la romance, j'ai juste l'impression qu'elle est là pour pouvoir justifier la présence d'une waifu un peu mystérieuse au sein des personnages principaux. Alors, attention, hein, je dis pas que ça va être mauvais, au contraire. Je suis persuadé que ça restera un animé vraiment good vibe qui fera passer un très bon moment à beaucoup de personnes. Mais je sais pas, peut-être qu'en vieillissant, mes goûts deviennent un peu plus exigeants. C'est peut-être pour ça que quand je regarde les bandes annonces et que je prends connaissance des synopsis, je suis pas totalement emballé. Après, je le redis, hein, mais ne déterminez surtout pas votre visionnage de l'œuvre sur mon avis. Je vous rappelle que dans ce genre de vidéo, je ne fais que spéculer, et par conséquent, je peux totalement me tromper. Ah bah, ça s'est déjà vu dans les autres vidéos. Et vous avez toujours été là pour me le rappeler. Bref, je pense que le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de regarder le premier épisode. Du coup, je vous donne rendez-vous le 9 avril 2024 sur Crunchyroll. On passe maintenant au premier isekai de cette liste avec... As a reincarnated aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. Vous pensiez réellement que j'allais prendre le risque de me ridiculiser avec mon vieil accent anglais? Naïf à ce que je vois. Ars Louvent n'a absolument rien du héros charismatique habituel. Il est petit, faible, ne sait pas se servir d'une épée, même son nom il pue du cul. En d'autres termes, il est moisi. Mais, comme vous aurez réussi à traduire le titre avec votre niveau B2 en anglais, il a été réincarné dans un autre monde. Ouais, dans son ancienne vie, Ars était un simple salaryman, mais pour une raison qu'on ignore, il est décédé. Personnellement, je prédis le surmenage, un cas classique qu'on apprend à l'école des isekai. Après ça, Ars s'est vu se faire réincarner dans un autre monde. Alors, comme je l'ai dit, contrairement aux autres héros d'isekai, Ars n'a rien du guerrier ultra stylé qui va poutrer tout le monde, hein. Non. Ceci dit, il n'est pas arrivé sans rien dans ce monde, puisqu'en réalité, il possède le pouvoir de l'évaluation. Grâce à ce pouvoir, il est capable de déterminer le réel potentiel qui se cache chez une personne, que ce soit ses aptitudes au combat, à la magie, ou même juste son intelligence. Ars peut identifier absolument tous les génies qui se trouvent dans son champ de vision. Alors, bon, dit comme ça, on a juste l'impression que ce pouvoir, il est tout aussi éclaté au sol que lui, hein. Mais en fait, pas du tout. Dans un monde où son royaume est en proie à un gouvernement corrompu, à de multiples révoltes et où la guerre totale est quasi imminente, Ars voit en ce pouvoir un moyen de redresser ses troupes, redresser son économie, ses architectures, etc., etc. Il va donc décider de déceler les individus hors normes qui l'entourent, les recruter et tout faire pour sauver son royaume d'un chaos imminent. Alors, ok, je vous vois venir pour celui-là, hein. Vous êtes déjà très certainement en train d'écrire un commentaire du type « Super, encore un isekai qui va répéter les mêmes clichés et être aussi passionnant qu'un stand-up de Kev Adams. » Alors, en règle générale, j'aurais été d'accord avec vous. Mais là, avouez que pour un isekai, ça change un peu. Ouais, parce que là, il est absolument pas question de suivre un personnage cheaté, ni même un harem de filles, ni même une histoire dont la principale intrigue sera de buter un roi démon. Non, non, non. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va se retrouver dans un isekai mature. Jamais j'aurais cru pouvoir aligner un jour une phrase avec les mots isekai et mature côte à côte. Ouais, parce que là, plutôt que de sauver un royaume, Ars va avant tout devoir le gérer. Et donc, un peu à notre manière quand on joue à un jeu de stratégie comme Civilization ou Crusader King, ici, on va très certainement avoir la chance de suivre un héros méthodique et surtout stratégique. Gérer les différents conflits entre les différentes factions du royaume, contrer les complots visant à semer la zizanie au sein de la royauté, gérer l'économie, le bon fonctionnement de l'écosystème, etc., etc. Voilà ce que vont être les principales missions de Ars. Alors oui, je le conçois, pour les passionnés de bagarre, ça peut être un peu chiant, disons les termes. Alors moi aussi, je pensais que ce genre de scénario ne serait jamais vraiment pour moi. Et puis, j'ai regardé comment un héros réaliste a reconstruit le royaume. Et là, j'ai retourné ma veste. En fait, ce qui est bien dans ce genre de scénario, c'est qu'il y a toujours un truc qui se passe, et que le principal attrait de ce genre d'histoire, il se repose avant tout sur l'intelligence de son personnage principal. Et là, pour le coup, non seulement Ars va sûrement devoir miser sur son intelligence au vu de sa faible corpulence, mais en plus, soyons honnêtes, quand on réfléchit bien, sa capacité de voir le vrai potentiel des gens, elle est pétée. Ouais, parce que certes, il peut recruter des gens en fonction de leur potentiel. Donc imaginons qu'il sera entouré de tout un tas de personnages vraiment ultra cheatés, quoi. Mais surtout, ce qu'il peut faire avec ce pouvoir, c'est déterminer la vraie force de ses ennemis aussi. Et donc, à partir du moment où il connaît la force de ses ennemis, j'imagine qu'il peut très vite en déterminer sa faiblesse. Du coup, ouais, le voir gérer des hommes, le voir devenir peu à peu une sorte de leader, l'idée m'intéresse bien en vrai. Enfin bref, si vous aussi vous avez envie de découvrir ça, alors je vous donne rendez-vous le 7 avril 2024 sur Crunchyroll. Ce printemps, on aura également le droit à une belle histoire d'amour avec Astronaute. L'histoire nous emmène aux côtés de Takumi Miyasaka, un jeune chef cuisinier qui vient tout juste de perdre son taf. Mais étant donné qu'on est au Japon et que là-bas Pôle emploi n'existe pas, il retrouve du boulot en très peu de temps. C'est alors qu'il décroche son nouvel emploi dans une vieille pension familiale. Le truc c'est que la condition pour être embauché, c'est de vivre dans cette pension à plein temps. Alors bon, Takumi, il a besoin de thunes, c'est un fait. Mais de là à vivre en pension, il est moyennement chaud, je vous le cache pas. Mais très vite, il fait la rencontre de Mira Gotokuji, la propriétaire de la pension qui est certes réputée pour proposer des plats absolument ignobles, mais qui est aussi connue pour être très jolie. Du coup, Takumi, il accepte de rester à la pension. Ouais, parce que en la voyant, il va directement tomber amoureux d'elle. Il va donc alors apprendre à la connaître, se rapprocher d'elle, et c'est alors qu'ensemble, Takumi et Mira vont très vite
vite proposer des plats qui raviront tous les clients. Mais en plus de ça, leur relation va très vite s'approfondir, au point même de laisser entrevoir une potentielle réciprocité dans les sentiments de Takumi. C'est alors que le jeune garçon commence sa nouvelle vie qui s'annonce radieuse, un travail qui le passionne, un foyer agréable et une future petite amie qu'il aime vraiment. Sauf qu'en fait, Mira c'est une extraterrestre, et ça, Takumi le sait pas. Voilà, juste pour ce retournement de situation en fin de synopsis, cet animé me donne envie en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens que là on peut à la fois avoir un animé avec une bonne romance, mais aussi et surtout un animé vraiment comique. Non mais vraiment, l'animé a l'air tellement barré. Quand je vois la bande-annonce, j'ai l'impression d'avoir des vibes de Sakuraso ou même de Grand Blue en termes d'humour. Et on est tous d'accord pour dire que Grand Blue c'est le summum de l'humour japonais. Non et écoutez, je sais pas vraiment quoi vous dire. Il y a un caniche qui parle, un vieux complètement chelou qui, je le sens, va être le gros potentiel humoristique de l'animé. Les situations vécues par les personnages ont toutes l'air plus what the fuck les unes que les autres. Je le redis, mais cet animé n'a aucun sens. C'est pour ça que je suis le public. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'au vu du chara design, au vu des good vibes que les bandes annonces ont l'air de vouloir transmettre, et surtout au vu de l'histoire, bah je pense que cet animé pourrait vraiment être le moment de déconnexion hebdomadaire dont nos cerveaux auront besoin entre toutes les suites et tous les nouveaux animés qui nous attendent cette saison. Non écoutez, j'ai pas vraiment d'argument pour celui-là. Et puis ça parle de bouffe aussi. Ah bah ne l'oublions pas. Du coup, la seule chose que je peux vous dire, bah c'est rendez-vous le 5 avril 2024 sur Crunchyroll pour découvrir ça. On passe maintenant à l'une de mes plus grosses attentes pour ce printemps, Mysterious Disappearances. Oh l'accent. L'animé nous emmène à la fin de l'ère Heisei. Bon alors dit comme ça, on a l'impression que ça remonte à plusieurs siècles, mais en fait pas du tout, hein. L'ère Heisei, il s'est terminé le 30 avril 2019. Et pour vous démontrer à quel point c'est récent, tout de suite une vidéo de ce que je faisais le 30 avril 2019. Vous avez vraiment cru que j'avais une vie sociale ? On va suivre Ogawa, une jeune fille à forte poitrine. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est pratiquement écrit dans tous les synopsis que j'ai été consulté. Et je trouve que c'est un détail qui a son importance. Une jeune fille donc qui rêve d'être romancière. Le souci, c'est que depuis un certain temps, elle est victime de ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Et du coup, bah, elle rêverait de pouvoir retourner à l'époque de ses 13 ans pour retrouver l'inspiration qu'elle avait à ce moment-là et écrire de nouveau des gigabangers. Mais bon, vu que c'est impossible, bah, elle continue de travailler dans ce qui la passionne à sa façon, puisqu'elle a récemment décroché un poste de libraire. Elle travaille d'ailleurs avec un garçon très énigmatique nommé Ren Adashino, un garçon qui fait extrêmement flipper, soit dit en passant. Mais un jour, alors que la vie suivait son cours, Ogawa va être témoin de phénomènes paranormaux très étranges, et va donc décider d'enquêter avec l'aide de Ren. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est peu à peu en train de se diriger vers l'horreur absolue, et que sa vie est sur le point de tourner au cauchemar. Bon alors, je vous l'accorde, personnellement au vu du synopsis, je sais pas vraiment quoi penser de cet animé en fait. Tout ce que je comprends, c'est qu'on va être là dans une histoire extrêmement sombre, à la limite même de l'épouvante horreur en fait. Et pour le coup, bah ça devient tellement rare ce genre d'animé pour être honnête, que ça m'intrigue vraiment en fait. Vous savez, ce genre d'animé dont l'ambiance est ultra particulière à la Another, Shiki ou même Dark Gathering pour citer le plus récent. Ce genre d'ambiance qui arrive à nous captiver dès le début tellement elle est mystérieuse et qu'elle arrive à attiser notre curiosité malsaine. Et ben là, je vous avoue qu'au vu des bandes annonces, j'ai vraiment l'impression qu'on sera dans ce genre d'histoire qui va réellement nous foutre les jetons. Non mais vraiment, ça a l'air hyper sombre, les personnages ont tous un air hyper malsain, et qui plus est, bon là je vous ai pas mis le son de la bande annonce, mais les hurlements de peur et de douleur qu'on entend en arrière-plan là, je vous promets que premier degré ça m'a mis mal. Et le pire c'est que j'ai aimé ça. Personnellement, j'ai toujours adoré cette adrénaline que parvient à transmettre un bon film d'horreur. Vous savez, ce genre d'histoire dont vous avez envie de découvrir la suite, mais qui, plus vous avancez dans son intrigue, plus elle devient vraiment pesante à découvrir. Bah là, j'ai vraiment la sensation que cet animé pourrait s'apparenter à ce genre d'expérience. Du coup, si comme moi, vous aimez être au bord de la crise cardiaque quand vous regardez un film d'horreur, alors rendez-vous le 10 avril 2024, mais hélas, pour le moment, aucune licence annoncée. Ce printemps, on va beaucoup rêver aussi avec Jellyfish Can't Swim in the Night. On peut me dire pourquoi j'ai choisi de dire les titres en anglais cette saison, moi? Shibuya, la ville de tous les rêves. Et de tous les pigeons occidentaux aussi. C'est dans cette ville qu'une nuit, un collectif d'artistes anonymes nommé Jelly décide de partir à la conquête de leur destin. Parmi elles, on peut trouver une ancienne idole reconvertie en illustratrice qui cherche à renouer avec son passé de chanteuse, une idole autoproclamée qui souhaite connaître le succès, une VTubeuse populaire, et même une compositrice mystérieuse qui aspire à soutenir son artiste favorite. En gros, l'histoire ne va faire que suivre le périple de ces 4 jeunes filles qui courent après l'avenir de leurs rêves. Alors, de base, je devais pas présenter cet animé parce que au vu du synopsis, c'est vraiment difficile de se faire un réel avis le concernant. Et puis, avec le temps, les bandes annonces sont sorties. Et là, je me suis dit que ne pas le présenter serait très certainement une erreur. Moi qui pensais au départ qu'on serait là dans un animé purement comique racontant les péripéties de 4 amis qui cherchent à percer dans leur domaine, je me suis rendu compte que l'histoire pourrait être bien plus profonde qu'il n'y paraît en fait. On est vraiment sur un animé qui parle de la dure tâche d'obtenir la vie dont on rêve, de la difficulté d'atteindre ses objectifs et des différents drames que peuvent entraîner les échecs. Dans nos vies, on a tous été un jour à la poursuite d'un rêve, et on a tous connu des réussites comme des échecs. Ce sont ces expériences qui ont, en partie, forgé nos personnalités, parce qu'au final, on apprend de nos échecs. Dixit le mec qui a toujours un copyright sur ses vidéos saisonnières.
Et du coup, avoir un animé qui parle de 4 adolescentes luttant avec acharnement dans une ville où tout est permis pour atteindre leurs rêves, je pense qu'on peut avoir là un animé hyper inspirant franchement. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder les bandes annonces, parce que en les regardant, on sent que l'animé se tourne vraiment plus vers le côté dramatique de ce genre d'histoire, plutôt que le côté comique. Les musiques sont magnifiques, les plans sont somptueux, les seiyuu ont vraiment l'air d'avoir mis leur cœur dans le doublage de leurs personnages respectifs, et bordel, mais je le redis, mais ce genre d'animé ça peut clairement faire le taf en termes de développement personnel en fait. Quiconque regardera cet animé sera, j'en suis persuadé, à un moment donné confronté à sa propre vie, car au final, l'histoire de ces 4 jeunes filles sera, à un moment ou à un autre, un reflet de la réalité quant à l'envie de réaliser ses rêves. Putain, je peux dire de belles choses moi en vrai quand je veux. Bref, du coup, si comme moi vous sentez qu'on peut être là sur une petite pépite émotionnelle, alors rendez-vous le 6 avril 2024 sur ADN. On passe maintenant à un petit kiff personnel, Bartender Glass of God. Ryu Sasakura est un jeune homme qui a vécu pendant 8 ans à Paris. En 8 ans de vie, parmi les rats, les travaux et les tickets de métro dont le coût est équivalent à un SMIC, Ryu s'est conforté à vivre à la française en appliquant la triforce du bon provincial. Mon pain, mon vin, mon saucisson. Ouais, parce que en fait, Ryu, s'il est venu à Paris, bah c'est pas pour le tourisme, hein, non. C'est en fait pour devenir un prestigieux barman. Et au final, il a réussi, puisqu'il a obtenu le lauréat du prix européen du meilleur cocktail. Du coup, après ça, il décide de retourner à Tokyo, afin de créer son propre bar dans son pays natal, et ainsi vanter les mérites de la culture française en proposant du bon pinard. Ça, c'est le parfait stéréotype que les étrangers ont de nous, hein, c'est une dinguerie. Quand j'étais au Japon, je vous promets que quand je disais que j'étais français, ils me parlaient directement de la vinasse. Mais bordel, je suis fier de mon patrimoine, hein, y a pas de souci avec ça. Mais on a quand même pas que ça, faut pas déconner. On n'est pas que des alcoolos qui pensent en copinard, sérieux. D'ailleurs, je vais noter l'animé dans ma liste de reviews à faire parce qu'il va falloir briser les clichés au bout d'un moment. Ryu ouvre donc son bar appelé l'Eden Hall et propose alors tout un tas de cocktails qui feront ravir les papilles de ses clients. Mais Ryu n'a pas qu'un simple rôle de barman. Au vu du succès de ses cocktails, les clients de tout horizon viennent pour goûter ce nectar des dieux. Et autour d'un verre, bah on est beaucoup plus bavard, hein. Surtout avec de l'alcool dans le pif. Un conseil, posez votre téléphone quand vous buvez. Ça évite d'envoyer des messages compromettants. Du coup, en plus d'être barman, Ryu deviendra également une sorte de psychologue pour ses clients qui, au vu des difficultés auxquelles ils sont tous confrontés, auront bien besoin d'un petit remontant. Bon alors, je vous avoue que cet animé, comme je l'ai dit, c'est juste un gros kiff personnel en fait, hein. En réalité, je suis persuadé que très peu de monde le regarderont, puisqu'après tout, ça va juste être du blabla permanent. Mais perso, j'ai toujours apprécié ce genre d'animé épisodique qui s'attarde sur les émotions ressenties à l'instant T, en racontant diverses histoires qui ont tendance à faire mouche à chaque fois. Un peu comme l'avait fait Desperate par exemple, même si je vous l'accorde, le contexte était bien différent, hein. Non, là, l'idée de me poser 25 minutes par semaine à écouter des leçons de vie d'un barman passionné qui tente d'aider ses clients à surmonter les divers problèmes de la vie qu'on connaît tous, que ce soit à propos de l'amour, du travail, de la santé, de la vie elle-même, bah moi ça me suffit à me dire que ça sera à la fois super inspirant, mais aussi vraiment agréable à regarder en fait. Voilà. C'est juste pour ça que j'ai mis cet animé dans la liste. Je pense pas que ça sera un animé hyper transcendant, hein, je vais être honnête avec vous. Mais au vu du travail vraiment bon qui a été fait pour rendre l'ambiance de l'animé aussi spéciale, bah j'ai envie de lui donner sa chance. Après tout, comme on dit, tout travail mérite sa bière. Enfin bref, s'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on soit deux à connaître cet animé, alors rendez-vous le 3 avril 2024 sur Crunchyroll. Autre annonce qui va ravir les fans d'isekai, Remonster. Kanata Tomokui était un homme tout à fait normal, mais pour le bien du portefeuille de l'auteur de l'œuvre et pour pouvoir intégrer le mot isekai dans ses genres, il a dû crever subitement. Alors, vous me demanderez, comment? Ce à quoi je vous répondrai poignardé à mort. Alors, vous me demanderez, pourquoi? Ce à quoi je vous répondrai... Non, en vrai, il est dit qu'il a été assassiné par une de ses amies qui, soi-disant, était névrosée. Oui, c'est une facilité scénaristique. Ah bah en même temps, on est dans un isekai, vous vous attendiez à quoi? Denibar? Ah bah attends, ça arrive. Non, en vrai, je suis médisant parce que, pour une fois, la réincarnation de notre héros, bah, elle est un peu originale. Ouais, parce que Kanata, après sa mort donc, il va se réincarner en un vieux gobelin tout pourri, nommé Goburo. Lui qui, dans son ancienne vie, était un puissant guerrier possédant tout un tas de sorts surpuissants, se retrouve maintenant à être une bouse sur pattes. Mais bon, n'ayant pas le choix, bah, Kanata, il va s'adapter à sa nouvelle vie, hein. Surtout qu'il va très vite découvrir qu'il a la capacité unique de pouvoir absorber les caractéristiques de tout ce qu'il dévore. Tiens, ça me rappelle un certain animé, ça. Du coup, vous vous en doutez, grâce à ça, Goburo, il va très vite devenir puissant, jusqu'à même pouvoir prétendre au titre de chef de tribu. Et donc, en voyant à quel point il peut progresser, et surtout à la vitesse à laquelle il progresse, une seule ambition s'empare de lui, faire entrer la race des gobelins dans une nouvelle ère, où ceux qui étaient jusqu'alors les plus faibles deviendront les plus forts. Bon alors, je pense que vous l'aurez compris, hein, mais le vrai titre de cet animé, c'est Moi quand je me réincarne en gobelin. Hein. Non mais c'est vrai, il y a strictement aucune différence entre les deux animés, si ce n'est la réincarnation. Bon, et leur date de sortie. Oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, Remonster est sorti avant. Et honnêtement, pour avoir lu le manga, bah je vous avoue que j'ai passé un bon moment en vrai. Bon alors, comme je l'avais dit dans ma vidéo qui date de 2016, Remonster est un classique du genre qui vient s'inscrire dans la catégorie fantasy. Bourré de comédie à travers son héros peu banal, vous serez emporté dans une comédie à la fois épique et drôlissime. ah j'étais chiant en 2016 hein. En 2024 aussi.
Eh ben effectivement, Remonster c'est à la fois une histoire qui parvient à faire sourire, et ça pour un isekai bah, c'est plutôt un exploit en vrai, hein, mais aussi qui arrive à être profondément épique, notamment à travers les différents combats et la prise de puissance assez fulgurante de Goburo. On découvre sa façon de prendre des niveaux, on le suit à travers ses quêtes, on en apprend un peu plus sur les gobelins et leur façon de se battre, on le voit peu à peu devenir un leader pour son clan et une crainte pour ses ennemis. Non en vrai c'est sympa, mais bah ça reste un isekai au final, hein. Vous attendez surtout pas au banger de la saison. Non, loin de là en fait, hein. L'histoire possède des clichés énormes, les différentes intrigues sont plus faites pour justifier la prise de puissance de Goburo qu'autre chose, et plus le temps passe, plus on retombe dans les travers des isekai. Le seul truc qui est vraiment rafraîchissant pour le coup, c'est que pour une fois, comme je l'ai dit, on est du côté des gobelins, ce qui permet d'en apprendre un peu plus sur eux tout au long de l'histoire, mais en plus, bah, de changer un peu cet aspect héroïque du mec ultra BG. Non là, Goburo, il fait plus peur que rêver quoi. Et pourtant ça l'empêchera pas d'avoir un rêve à ses côtés. Du coup, si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 4 avril 2024 sur Crunchyroll, et à noter qu'une version française sera également proposée. On continue maintenant avec un animé qui me fait me poser beaucoup de questions, The New Gate. The New Gate est un jeu vidéo en ligne qui a regroupé des dizaines de milliers de joueurs au vu de sa popularité. Le problème, c'est que visiblement, il a été codé avec le cul, hein, puisque du jour au lendemain, tous les joueurs connectés se sont retrouvés pris au piège dans le jeu, les empêchant de retourner dans le monde réel et les forçant à battre des boss pour pouvoir en sortir. Bon, le truc c'est que la plupart des joueurs, c'était des noobs. Du coup, pour réussir à battre un boss avec un stuff attribuant des stats dérisoires, ça s'annonce compliqué. Mais fort heureusement, un joueur extrêmement puissant, sachant manier l'épée comme personne, viendra sauver les joueurs bloqués en tuant le boss. Ce garçon, c'est Shin. C'est Shin, un joueur expérimenté qui a tellement joué qu'il est devenu un giga PGM. C'est donc après avoir vaincu le boss que Shin, qui lui aussi était bloqué dans le jeu, hein, du coup, va enfin pouvoir rentrer chez lui. Sauf qu'au moment de se déconnecter, il apercevra un portail qui l'intriguera aussitôt. Il sera tellement intrigué qu'il décidera même de le franchir. Alors, attendez. Le mec est bloqué dans un jeu depuis des années, et au moment où il peut se déconnecter et enfin récupérer sa vie sans risquer de crever à chaque minute qui passe, il décide de rester par curiosité. Dis-moi, on peut savoir où t'étais quand le scénariste a écrit ça? Bon alors, en traversant le portail, Shin il s'aperçoit qu'il a été transporté 500 ans dans le futur de The New Gate. Ouais, il est 500 ans dans le futur d'un jeu vidéo. Je comprends pas trop le principe là, mais ok, hein. Le truc c'est que dans ce nouvel univers, Shin il s'aperçoit qu'il n'est plus du tout le meilleur en fait. Et qu'en plus de ça, il est de nouveau coincé dans le jeu. Oh comme c'est bizarre. Du coup, l'objectif il est plutôt simple. Redevenir le meilleur épéiste pour pouvoir se déconnecter du jeu. Voilà. Bon alors clairement ça serait de la mauvaise foi de dire que l'animé ne fait pas penser à Sword Art Online en fait, hein. Je suis désolé mais tout est exactement pareil. Le personnage principal ressemble à Kirito, le principe de l'intrigue est exactement le même, et même le jeu en question lui ressemble. Mais si je l'ai ajouté à cette liste, c'est qu'il suscite tout de même un peu mon intérêt. Ouais parce que en faisant des recherches sur l'histoire, je me suis rendu compte que les gens essayaient tant bien que mal de scander que l'animé n'avait rien à voir avec SAO. Qu'ici, à la différence de Kirito, Shin va vraiment entreprendre un voyage dans un monde bien plus vaste et bien plus complexe qu'il n'y paraît. Bon alors après, je vais être totalement honnête avec vous, si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais mis dans les mentions spéciales celui-là, hein, parce que en regardant les bandes annonces, on a vraiment l'impression de regarder un isekai vraiment lambda en fait. Mais je sais pas, les gens qui ont lu le manga ont vraiment l'air de le défendre et d'affirmer que l'histoire est pleine de surprises, alors en vrai... Bon, et puis faut dire que dans les genres, il y a aucun harem ni même ecchi qui est mentionné. Ah bah c'est un petit plus, hein. Non, c'est carrément un gros plus en fait. Bref, j'ai strictement aucune attente sur cet animé, mais quoi qu'il en soit, je lui laisserai une chance histoire de voir un peu. Du coup, si vous aussi vous avez envie de voir de quoi il en retourne, alors rendez-vous le 13 avril 2024. Bon, pour le moment, toujours pas de licence annoncée. Autre animé qui paraît complètement what the fuck pour cette saison, Salad Bowl of Eccentrics. Sosuke Kaburaya est un détective qui a pour mission de poursuivre une individu dénommée Sarah. Le truc c'est que cette Sarah, elle est spéciale. Ouais parce que en réalité, Sarah c'est une princesse issue d'un autre monde et dotée de pouvoirs magiques. Mais alors qu'il la poursuivait, un jour Sosuke rencontre Sarah de manière totalement inopinée. Et c'est alors que par la force des choses, il se retrouve à cohabiter avec elle. Alors, faut savoir que Sarah ne connaît pas grand chose du monde dans lequel elle a atterri, hein. Mais le Japon étant tellement attractif qu'elle se fait très vite à son nouveau lieu de résidence. Pendant que Sarah vit sa meilleure vie, une chevalière dénommée Livia, qui a suivi Sarah lors de son voyage en terre inconnue, hein, mais qui a été séparée d'elle depuis, se retrouve quant à elle dans une posture un peu moins confortable. Bah ouais, parce que elle est littéralement devenue SDF, et du coup, elle est obligée de vivre dans la rue. Mais en vrai, ça a pas l'air de la déranger, hein, au contraire, elle semble même plutôt heureuse. Cependant, le quotidien de Sarah, Livia et Sosuke va très vite être chamboulé puisque tous les trois vont être confrontés à toute une série de situations plus loufoques les unes que les autres, notamment avec les nombreuses personnes étranges qui peuplent le quartier dans lequel ils se trouvent. Alors, clairement cet animé, on dirait qu'il a été écrit sous LSD sans déconner. Non mais vraiment, là je pense qu'on est clairement dans un animé purement comique, hein. En fait, même moi quand je réécoute mon synopsis, j'arrive pas à comprendre exactement l'histoire de l'animé en fait. Là j'ai juste l'impression qu'on va se retrouver dans une sorte de mélange totalement loufoque entre Hinamatsuri, qui rien que lui était déjà complètement barré
marrer en vrai. Et Paripikome, vis-à-vis de la découverte du Japon par un membre extérieur à notre monde. Voir Sarah découvrir les mangas, les musiques japonaises, les jeux vidéo, la bouffe, enfin et bref, tout ce qui nous caractérise de Weeb en soi, bah je pense que ça peut être vraiment drôle et hyper divertissant en toute honnêteté, hein. Alors, autre chose qui me plaît pas mal aussi dans cette histoire, c'est son personnage principal. Sosuke, ça a vraiment l'air d'être le genre de mec complètement paumé qui n'a strictement rien demandé et qui se retrouve embarqué dans des situations qui le dépassent totalement. Et ça, je vous jure, quand on l'entend parler dans les bandes annonces, mais vraiment, ça me donne giga envie de le découvrir, hein. Vraiment. Et puis aussi, faut se dire que là, on suit un adulte, pas un ado prépubère qui va s'exciter au moindre bout de peau qu'il verra. Je suis un adulte. Je suis un adulte. Bref, en vrai, là, il n'y a pas vraiment sujet à spéculer, je pense, donc bon, le meilleur moyen de se faire un avis, c'est de regarder le premier épisode qui sera diffusé le 4 avril 2024. Mais hélas, pour le moment, toujours pas de licence annoncée, donc faudra attendre un peu, je pense. On passe maintenant à un animé pour tous les fans de grosses bagarres, Windbreaker. Sakura Haruka est un giga fan de Shikor. La castagne, lui, ça lui parle. Son plat préféré, c'est de la salade de phalange. Il est tellement passionné, et peut-être un peu maso aussi, qu'il se réjouit d'intégrer le lycée Furin, un établissement scolaire réputé à travers tout le pays pour son taux de violence et de délinquance hors du commun. Alors, l'objectif de Sakura, il est simple, hein. Il veut juste se confronter aux meilleurs bagarreurs de l'école pour les poutrer et ainsi devenir le meilleur. Voilà. Mais bon, peu de temps avant la rentrée, il se retrouve mêlé dans une baston avec une bande de racailles de la ville. Alors oui, Sakura il est balèze. Oui, il n'est jamais le dernier pour distribuer des bourre-pifs. Mais contre une bande de 20 mecs prêts à en découdre, ah bah c'est pas la même histoire. Sauf que heureusement, il se fera secourir par 4 étudiants du lycée Furin qui s'interposeront. Ces 4 étudiants en profitent alors pour expliquer toute la vérité à Sakura. Ouais, en fait, il y a 2 ans, les membres du lycée Furin se sont imposés comme les défenseurs absolus de la ville. C'est-à-dire que s'ils croisent quelqu'un qui casse un truc, participe à des actes criminels ou toute autre chose malveillante, alors il sera immédiatement puni par ce groupe de protecteurs. Des protecteurs qui sont d'ailleurs connus pour être appelés les Windbreakers. Du coup, quand il entend parler de ça, Sakura, il voit en cette opportunité un moyen de mettre des giga claques en toute légalité en fait. Et du coup, son ambition, bah elle deviendra de devenir l'un des meilleurs Windbreakers qui soit. Bon, entre nous, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi j'attends cet animé? La bagarre! Si vous êtes fan de Tokyo Revengers mais que vous avez toujours eu du mal avec l'attitude peureuse de Takemichi, alors Windbreaker est fait pour vous. Là, vous allez vraiment rentrer dans le monde des bastons de gangs interlycéens et qui apparemment sont orphelins. Parce que visiblement les parents n'existent pas dans ce genre d'animé. Ça va péter de partout, ça va se fracasser la tronche à coups de barre de fer, vous allez rencontrer tout un tas de personnages vraiment plaisants qui, en plus, ont tous une particularité bien définie, que ce soit dans leur tempérament, dans leur manière de se battre, ou simplement dans leur façon de voir les choses, et surtout, bah vous allez suivre un héros vraiment badass, un héros qui cherche vraiment à s'améliorer, à devenir plus fort et surtout à se faire respecter. Windbreaker, c'est pas le genre d'histoire où on va suivre un héros qui est balèze dès le début. Non, ici, Sakura travaille vraiment dur pour obtenir sa force, et je vous promets que voir l'ascension de ce mec, c'est juste un pur kiff en fait. Même au niveau des histoires secondaires, notamment vis-à-vis des personnages qu'on va croiser tout au long des guerres de gang, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai taf qui avait été fait. Des histoires vraiment poignantes qui ont même tendance à vraiment nous toucher pour le coup. Après, attendez-vous tout de même à quelques clichés, hein. C'est une fiction, donc le réalisme peut pas totalement être de mise quoi. Mais on en reparlera dans une future review, ne vous en faites pas. En attendant, si vous aussi vous aimez la grosse bagarre, alors rendez-vous le 4 avril 2024 sur Crunchyroll. On continue avec une belle petite romance pour ce printemps, A Condition Called Love. À 16 ans, Hotaru vit sa meilleure vie. Jeune lycéenne épanouie, la jeune fille est connue pour posséder un cœur chaleureux et un amour véritablement profond envers sa famille et ses amis. Mais 16 ans, c'est l'âge où on se pose tout un tas de questions, notamment vis-à-vis de l'amour. Enfin, techniquement, hein. Moi je peux vous dire que j'en avais rien à foutre de l'amour à ce moment-là. Ma seule ambition c'était de monter mon crâne multidocrite pour être le king du collège. Et puis après j'ai découvert les animés. Et là, bah je suis devenu un passionné de nibar, de bagarre. Alors ouais, Hotaru, elle se pose des questions. Et alors vient même à se dire qu'au vu de sa non-compréhension de l'amour, bah il est clairement impossible pour elle de sortir avec un garçon un jour, hein. Mais un jour, elle surprend Hananoi, un étudiant de la classe voisine à la sienne, en pleine rupture amoureuse. C'est alors que quelques temps après ça, elle recroise Hananoi, qui, disons-le, possède un nom vachement original quand même, assis sur un banc, sous la neige, seul. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, Hotaru, elle a vraiment bon cœur. Et du coup, en le voyant seul comme ça, bah instinctivement, elle décidera de lui tendre son parapluie pour le protéger des flocons qui tombent. Mais quand on regarde Hananoi, bah on s'aperçoit déjà qu'il est le sosie de Miyamura, hein, mais aussi et surtout qu'il sort le giga baiser en fait. Et effectivement, puisque le lendemain de ça, il décide de déclarer son amour à Hotaru. Bah ouais, parce que figurez-vous qu'elle est tombée sous son charme quand elle lui a prêté son parapluie, hein. Ah bah ça, si c'est pas un charreau, je sais pas ce que c'est. Bon alors, je vous l'ai dit, Hotaru, elle sait pas vraiment ce que c'est l'amour. Du coup, bah elle voit en cette opportunité de découvrir vraiment la subtilité des sentiments amoureux, et décide donc de laisser une chance à Hananoi. Et c'est ainsi qu'un nouveau couple se forme, un couple qui décide de se laisser jusqu'à Noël pour voir où cette relation improbable pourra les mener. Alors là, on a vraiment le school life romantique par excellence. Bon alors, encore une fois,
fois, ici, on va explorer un thème plutôt récurrent des animés de romance, hein, celui de la découverte de l'amour. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas rare de voir un ou une lycéenne se mettre en couple avec quelqu'un pour comprendre un peu ce qu'est réellement l'amour, hein. Ça, en général, c'est un scénario bien utilisé dans les animés de romance. Du coup, oui, faut très certainement s'attendre à pas mal de clichés. Mais en vrai, comme j'ai l'habitude de dire quand il s'agit d'animés de romance, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu en fait? Je veux dire, qu'importe que l'histoire possède des clichés, des déjà-vus ou des facilités scénaristiques. Bon, en vrai, c'est mieux s'il y en a pas, hein. L'important dans ce genre d'animé, c'est qu'on prenne plaisir à découvrir l'évolution de la relation des deux protagonistes. Pour prendre l'exemple de la saison dernière, oui, The Danger in My Heart reprend tout un tas de clichés du genre qu'on avait déjà vu dans d'autres animés. Pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça reste exceptionnel, tellement l'évolution des sentiments des deux personnages et l'ambiance si légère qu'avait réussi à instaurer l'animé nous avait conquis. Et ici, c'est pareil. Retourner au lycée l'espace d'une douzaine d'épisodes, repartir à la quête de notre premier amour, de redécouvrir un monde où l'ignorance régnait en maître dans nos vies, ça fait du bien. Du coup, si comme moi vous avez envie de vous poser et de kiffer un bon school life, alors rendez-vous le 4 avril 2024 sur Crunchyroll. On passe maintenant à un autre animé qui, je le sens gros comme une maison, va être un giga banger, The Fable. Fable, un nom qui a tendance à remuer le monde du crime organisé, un nom qui fait craindre la mafia, les hommes politiques et bien d'autres. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce que Fable est connu pour être un véritable génie de l'assassinat. La légende raconte même que ce tueur professionnel n'aurait jamais échoué dans aucune mission qui lui a été confiée. Le problème, c'est que quand on est un tueur à gages, faut être discret, hein. Et Fable, il est tellement balèze dans ce qu'il fait que son nom est devenu une vraie légende. Tout le monde le connaît. Du coup, niveau discrétion, c'est pas ouf quoi. C'est pourquoi son principal commanditaire se voit dans l'obligation de mettre en pause son activité pendant environ 1 an, lui ordonnant même pendant ce temps-là de devenir un type totalement ordinaire pour se fondre dans la masse et se faire oublier. C'est alors que pendant 365 jours, Fable, qui n'a connu que le meurtre, le sang et l'univers du crime, va devoir essayer de vivre normalement. Pendant ce laps de temps, il devra se faire appeler Akira Sato et surtout, il sera interdit de tuer qui que ce soit. Mais quand on a été un tueur à gages toute sa vie, devenir un mec normal, c'est sans doute la mission la plus compliquée qui soit. Alors, ça fait longtemps que j'entends parler de ce manga et je m'étais renseigné de loin parce que l'univers de la mafia japonaise et des tueurs en série, c'est un genre qui me fascine absolument. Sortez-nous une adaptation animée de Sakamoto Days, bordel! Pardon, je m'égare. Et en vrai, quand j'ai fait mes recherches, je me suis aperçu que le manga avait l'air vraiment d'être apprécié en fait. J'ai donc décidé de tester quelques chapitres, et effectivement, pas une seule minute je me suis ennuyé en fait. C'est drôle, captivant, hallucinant même par moments, et franchement, l'histoire est tellement bien écrite qu'on se retrouve totalement captivé dès les premiers chapitres. Ouais, parce que faut bien se dire que Fable, c'est une véritable machine à tuer. Et du coup, du jour au lendemain, le voir qu'on lui demande de vivre normalement, avoir un taf, des amis et potentiellement une famille, imaginez un peu les situations totalement loufoques que ça peut donner. En fait, cette histoire, si vous voulez mon avis, elle a un peu des faux airs de Spy Family. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a là une intrigue purement comique, hein. Mais parfois, cette intrigue, elle revient dans des phases beaucoup plus sérieuses, avec un vrai fond d'action agréable à regarder. Surtout que là, je le redis, mais ça s'enchaîne vraiment. Donnez une chance à cet animé parce que je vous promets que vous pourriez être surpris. Surtout vis-à-vis des différents personnages que vous allez rencontrer. J'en dis pas plus, mais... Bref, l'animé sera disponible à partir du 6 avril sur Disney+. Et merde. Autre animé qui, selon moi, annonce vraiment du bon pour cette saison, Mission Yozakura Family. Autrefois, Taiyo Asano était un garçon très heureux. Il avait une famille qu'il aimait, possédait une enfance radieuse, bref, c'était un garçon banal, mais très joyeux dans sa vie de tous les jours. Sauf que, ce bonheur, il a été de courte durée, puisqu'un jour, ses parents et son petit frère sont décédés dans un accident de la route, faisant ainsi sombrer Taiyo dans une profonde dépression et une très forte anxiété sociale. La seule personne avec qui il arrive encore à interagir, c'est son ami d'enfance Mutsumi Yozakura, qui non seulement est toujours présente pour lui, mais qui, en plus, se révèle être la chef de la plus puissante famille d'espions au monde. Ouais, rien que ça, ouais. Bon, alors, le problème, c'est que Mutsumi, elle est destinée à un grand avenir. Et donc, elle est surprotégée par son grand frère Kyoichiro, qui, lui, voit Taiyo comme une menace potentielle qui pourrait détourner sa sœur du droit chemin. Et donc, une menace à éliminer sur le champ. Taiyo doit absolument survivre. Et donc, pour ce faire, il va se mettre en tête de devenir lui-même un membre de la famille Yozakura. Mais pour ce faire, une seule solution, épouser Mutsumi. Il va donc tout faire pour parvenir à devenir plus fort tout en s'intégrant à sa nouvelle famille, mais ce qu'il ignore, c'est que la famille de Mutsumi cache d'énormes secrets, et peut-être même des secrets qui pourraient avoir un lien direct avec son passé à lui. Alors, personnellement, cet animé, je le connaissais pas du tout. Mais depuis l'annonce de sa sortie, j'en entends beaucoup parler. Et d'après ce que j'ai compris, on est vraiment là dans une histoire qui cache parfaitement son jeu. En fait,
si j'ai bien capté l'essence de l'animé, on va se retrouver là dans une histoire qui, de premier abord, paraît plus axée sur la comédie qu'autre chose, mais qui, au final, va peu à peu monter en puissance jusqu'à atteindre un certain moment où l'action et les révélations palpitantes seront au cœur de l'intrigue. Bon, alors, perso, je sais pas pourquoi, mais en regardant les bandes annonces, bah, j'ai un peu la sensation d'une certaine nostalgie en fait. Je trouve que l'animé fait un peu old school. Je saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi, hein, ni comment, mais j'ai vraiment la sensation que je m'apprête à passer un bon moment devant cet animé. Je sais pas, c'est du 100% feeling là pour le coup, que ce soit vis-à-vis de la romance qu'on va découvrir, de la double vie de deux lycéens qui doivent jongler entre école et espionnage, de la prise de puissance de Taiyo, des secrets qui l'entourent, mais aussi de par sa comédie qui, soyons honnêtes, a l'air vraiment bonne. Enfin bref, personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que je pense qu'elle peut vraiment cacher son jeu. Enfin bref, encore une fois, j'ai pas vraiment matière à spéculer sur cet animé étant donné que je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Du coup, je me contenterai juste de vous donner rendez-vous le 7 avril 2024 pour découvrir ça. Bon, malheureusement, toujours pas de licence annoncée à ce jour, mais au vu de la qualité de l'animé et vu ce que tout le monde en dit, je pense que c'est juste une annonce tardive et que ça devrait arriver. Ce printemps, on va également se régaler avec le retour de l'exceptionnel Spice & Wolf. L'histoire nous emmène dans le village de Pasroé, un village qui a pour coutume de fêter la moisson lorsque celle-ci est arrivée. En fait, faut savoir que les habitants de ce village ont toujours vénéré une divinité nommée Holo, qui, d'après les légendes, s'apparenterait à un loup et assurerait les villageois de la bonne récolte. Mais le temps a passé, et cette croyance, bah, elle s'est peu à peu estompée. En même temps, faut dire que bon, les avancées technologiques ont permis de créer des outils qui, eux, permettaient de bien meilleures récoltes que les précédentes. Alors bon, l'histoire de la divinité, bah, elle est vite devenue un mythe après ça, quoi. C'est dans ce contexte qu'on va suivre un petit marchand du nom de Lorenz Kraft. Alors lui, il a qu'un seul rêve, hein, pouvoir un jour ouvrir sa propre boutique. Le truc, c'est que un jour, qui paraissait tout à fait normal, il découvre une jeune femme qui se cachait à l'arrière de sa charrette. Alors bon, on pourrait se dire que c'était juste une femme qui tentait de voyager gratis, hein. Mais le fait est que cette femme, bah, elle a une queue. Haha, vous l'aviez pas vu venir celle-là! Exactement comme moi, mon dernier encart avec une dénommée Lucie, qui en réalité s'appelait Lucien. Ouais, en fait, la particularité de cette jeune fille, bah, c'est d'avoir des oreilles et une queue de loup. Ce qui n'est pas commun, on va pas se mentir, hein. Du coup, Lorenz, il est choqué, il se demande quoi. Sauf qu'il comprend très vite que cette fille serait en fait la véritable divinité de Pasroé. Et que, depuis toutes ces années, elle se donnait bel et bien du mal pour satisfaire les récoltes des habitants. Mais bon, vu que maintenant ils ont plus besoin d'elle, bah elle souhaite juste retourner dans son pays natal, qui se situe tout au nord du pays. Lorenz, pris d'émoi pour la jeune fille, décidera alors de l'aider et de partir à l'aventure avec elle, à travers un voyage qui se révèle à la fois magnifique, mais également semé d'embûches. Bon, bah là en l'occurrence, y a pas vraiment matière à spéculer, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Spice & Wolf, c'est une histoire des plus belles qui soit. Non mais vraiment, cet animé c'est une perle, que ce soit dans la transmission d'émotions, dans sa romance, dans son aventure, c'est juste une histoire magnifique qu'on a pratiquement tous adoré dans sa première version. Du coup, le voir revenir dans un remake en 2024, bah en toute honnêteté, ça me rend hyper content. Surtout qu'ils ont gardé les mêmes doubleurs. Et ça, c'est une immense qualité. Non seulement parce que, bon, ça va me permettre de me replonger dans l'œuvre une fois de plus, hein, mais aussi parce que ça va permettre à tous ceux qui étaient réticents à l'idée de regarder l'animé de 2008, vu de son aspect un peu vieillot. Bon alors, je vais peut-être me faire fouetter, hein, j'en suis conscient, mais moi je vous avoue qu'au vu des bandes annonces, je dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là, même très loin de là, mais je vous avoue que je préférais le style un peu plus vieillot de la première version. Je sais pas, je trouve que ça lui donnait un charme supplémentaire en fait. Après, dans mon cas, je suis pas totalement objectif, hein, parce que je pense que c'est plus la nostalgie qui parle pour le coup. De se lancer dans cette histoire qui est vraiment génialissime. Et si vous faites partie de ceux qui ne connaissent pas cette œuvre, je vous garantis que vous allez vivre un voyage vraiment sensationnel. Alors, très différent de Free Ren, hein, clairement, mais tout aussi poignant dans sa narration. C'est pour ça que, en toute honnêteté, je trouve que faire un remake de Spice & Wolf, même si dans la majorité on estime que l'animé n'en a fait pas forcément besoin, bah c'est une vraie bonne chose, vraiment. Pour moi, cet animé, il est pas assez connu malgré sa qualité. Spice & Wolf, ça a vraiment été l'un des tout premiers animés que j'ai regardé en dehors des gros shonen de mon enfance. Et je vous jure que l'avoir découvert lorsque j'étais jeune, ça a eu un réel impact sur ma vie, surtout vis-à-vis des leçons qu'il s'efforce à délivrer. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 1er avril 2024 sur Crunchyroll, et en plus une version française sera également disponible. Ah bah que demander de plus? Encore une fois, tous les fans de grosses bagarres vont être ravis puisque ce printemps, on aura également le droit à Viral Hit. Obinyu est un lycéen qui a du mal à être vraiment épanoui. En même temps, bon, la vie, elle est pas totalement de son côté, hein. Ouais, parce que Yu, il doit faire face à bon nombre de problèmes qui lui pourrissent la vie. Il doit travailler durement en dehors de l'école pour payer les factures d'hôpital de sa mère malade. Dans la vie, il est assez faible et plutôt passif, et qui plus est, il se fait constamment harceler au lycée par un dénommé Pakgo, un mec de sa classe qui, en plus, est un streamer extrêmement populaire sur la plateforme YouTube. Mais un jour, pris d'un ras-le-bol absolu, Yu décide de se rebeller en attaquant Jigsae, le pote de Pakgo qui est connu pour être son caméraman. Ouais, parce que Jigsae, il est en train de squatter chez Yu, et après avoir eu des mots plutôt durs envers sa mère malade, bah Yu a littéralement pété un plomb. Une violente bagarre éclatera alors, mais ce que les deux garçons ignoraient, c'est que la caméra de l'ordinateur était en train de filmer, étant donné que juste avant la bagarre,
bagarre, Jigsaw était en train de jouer en live. Et après cette altercation, le replay du live, et donc de leur bagarre, sera automatiquement mis en ligne sur YouTube. Et contre toute attente, la vidéo deviendra littéralement virale. Les vues seront telles que You gagnera plusieurs millions de won grâce à la monétisation. Pour vous donner une idée, 1 million de won, c'est presque 700 balles. Donc plusieurs millions, ça fait un bon paquet de fric. Bon, du coup, vous vous en doutez, You, il va se dire qu'il tient peut-être là le moyen de résoudre tous ses soucis. Il va donc lancer sa propre chaîne YouTube qui sera exclusivement axée sur la bagarre et sur laquelle il postera des vidéos de lui en train de se bastonner avec des gens. Il va donc s'entraîner, encaisser des coups, devenir beaucoup plus fort et peu à peu, il va réussir à se faire un nom en battant des ennemis bien plus forts que lui. Mais la question, c'est de savoir jusqu'où toute cette violence va finir par l'emmener. Alors là, on est clairement sur l'animé que j'attends le plus de la saison. Pour tout vous dire, à l'époque où j'avais fait ma vidéo sur Solo Leveling, on m'avait conseillé de lire le webtoon. Alors, j'ai testé, et bordel, mais j'ai pas su m'arrêter. Genre, vraiment, Viral Hit, c'est ce genre d'histoire qui part dans tous les sens, et qui est vraiment giga fun. Jamais une fois je me suis ennuyé pendant ma lecture, pour tout vous dire. Alors, certes, vous l'aurez compris, je pense, il y a de la bagarre, de la tension, du sang, enfin bref, tout un tas d'éléments qui en général font plaisir aux gros bourras comme moi. Mais là où j'ai vraiment été surpris, c'est que Viral Hit ne s'attarde pas uniquement à proposer de la bonne baston. Non, l'histoire fait en sorte de nous toucher en abordant tout un tas de sujets vraiment sensibles, que ce soit le cyberharcèlement, la santé mentale chez les personnes persécutées, les dangers d'internet, la pression constante de devoir satisfaire son audience. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pour cette chaîne, je me suis excusé plus de fois que j'ai sorti de vidéo. L'histoire est vraiment sombre. Au-delà de tout ce qui tourne autour d'internet, il y a des trucs vraiment malsains, comme le fait d'avoir des personnages féminins qui sont considérés comme des objets, le harcèlement physique, la dépression, bref, c'est vraiment sombre. Mais je le redis, l'histoire n'est pas sombre pour créer du sensationnel. Non, personnellement, avec le temps, j'ai remarqué que ce côté vraiment malsain était essentiel en fait. Parce qu'au final, il permettait de souligner la plus grande qualité du webtoon, ses personnages. Le développement des personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont juste sensationnels. Vraiment, je vous assure, chacun a sa propre personnalité, chacun a sa propre motivation. Je vous promets qu'ils sont loin d'être les stéréotypes qu'on a l'habitude de croiser dans ce genre d'animé. Non, vraiment, j'espère que l'animé sera à la hauteur du webtoon, parce que si c'est le cas, oh bordel, on va bien manger. Enfin bref, je vais pas épiloguer sur le sujet. Faut que je regarde un peu pour la prochaine review que je ferai dessus. Du coup, je vous donne rendez-vous le 10 avril 2024 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Autre très grosse annonce pour ce printemps, The Grimm Variation. Je pense que tout le monde connaît les frères Grimm. Et non, je parle pas de la série pour ceux qui sont nés en 2010. Jacob et Wilhelm étaient tous deux passionnés d'histoire, à tel point qu'ils ont même rédigé un livre regroupant l'entièreté de leurs meilleures histoires. Mais s'ils ont fait tout ça, c'est avant tout pour leur petite sœur Charlotte, qu'ils chérissaient plus que tout au monde. Chaque jour, les deux frères prenaient plaisir à narrer leurs contes de fées à la fillette. Sauf que Charlotte, il y avait pas mal de trucs qui la turlupinaient dans ses histoires. D'où la question fatidique qu'elle posa à ses frères. Croyez-vous vraiment qu'ils vécurent heureux pour toujours ? C'est alors que, bien décidée à partager son point de vue sur ces histoires, la jeune fille décidera de revisiter les plus grands classiques de ses frères, pour leur bien faire comprendre que sa perception des choses est très différente de la leur. De Cendrillon au Petit Chaperon Rouge, en passant même par Hansel et Gretel, aucun conte ne sera épargné. Ça, c'est une histoire qui, je le sens, peut être vraiment originale. Le fait de revisiter les célèbres contes qu'on connaît tous, de manière un peu plus sombre, ça donne giga envie en fait. Imaginez une Cendrillon meurtrière assoiffée de sang, l'occasion enfin de voir ses sœurs et sa belle-mère morfler, ou alors imaginez un Petit Chaperon Rouge bien plus dangereux que le grand méchant loup. Enfin bref, imaginez tout simplement 6 contes de notre enfance prendre une tournure bien plus malsaine que ce qu'on nous a raconté dans notre enfance. Alors perso, j'aime l'horreur, j'aime les trucs un peu malsains. Oula, faut que je fasse gaffe, le dernier à avoir dit ça c'était Norman. Et en plus, j'aime vraiment ce fait de créer un multivers dans une œuvre qui est déjà très connue pour changer un ou plusieurs éléments afin de transformer totalement l'histoire. Du coup, quand je vois ça, bien évidemment que je suis le client. Bon, et puis aussi, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que l'animé est une collaboration entre Clamp, un collectif d'autrices qu'on connaît notamment pour leurs œuvres hyper oniriques comme Showbiz, Tsubasa Chronicles ou même XXX Holic, c'est les 3 seuls que j'ai lus. Et Wit Studio, qui eux sont clairement devenus une référence dans le monde de l'animation japonaise. Et du coup, quand je vois ça, évidemment, je sens la pépite arriver. Alors attention, là on est sur une série d'anthologie. Je veux dire, il n'y a aucun épisode qui va suivre. C'est juste 6 histoires de nos enfances qui vont être totalement modifiées. Au-delà de ça, l'animé ne va pas raconter une histoire qui va se suivre d'épisode en épisode. Non, loin de là. Mais vraiment, je vous invite quand même à aller voir la bande-annonce après cette vidéo, parce que vous verrez qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur l'ambiance, et que rien que ça donne vraiment envie de se plonger dans l'œuvre. Enfin bref, l'animé sera disponible à partir du 17 avril 2024 sur Netflix. On continue avec un animé qui va, je le sens, nous faire tous chialer, Tonari no Yokai-san. L'histoire nous emmène dans un monde où les yokai, les humains et les dieux vivent en harmonie. C'est dans ce monde que se trouve un chat dénommé Bucho. Alors, faut savoir que Bucho, il est plutôt vieux, puisqu'il a 20 ans. Et cette vieillesse, elle est à prendre en compte, puisque d'après les légendes, il est dit que seuls les chats les plus vieux, qui en plus sont très gros et possèdent une queue particulièrement longue, je sais très bien à quoi vous pensez après la prononciation de ces 3 derniers
dernier mot. À votre âge, vous avez pas honte? Seuls ces chats possédant de telles particularités donc seraient capables de se transformer en Nekomata, une sorte de yokai en forme de chat réputé pour être aussi méchant que puissant. Mais Buchio, il se demande pourquoi il a été transformé en yokai. Et du coup, il décide de partir en quête d'informations aux côtés de son ami la kitsune Yuri. C'est alors qu'un long voyage attend les deux amis qui, contre toute attente, vont en apprendre beaucoup sur eux, sur les dieux et même sur les humains. Et avec le temps, finiront même par devoir affronter une situation très complexe, l'apparition d'une nuée, une chimère japonaise connue pour être porteuse de malchance et de maladie. Bon, et là clairement j'ai l'impression d'être dans un Ghibli en fait. L'animé a l'air tellement onirique, tellement émouvant aussi par moments. Vraiment, quand je regarde la bande-annonce, j'ai une sorte de vibe de Miyazaki en fait. J'ai vraiment l'impression que, outre le côté très mignon et très touchant de l'animé, l'histoire qu'on s'apprête à vivre ici, elle va vraiment nous marquer. Quand je vois ces décors, cette ambiance, ces personnages, quand j'entends les musiques aussi, je vous jure, j'ai une sorte de nostalgie qui remonte en moi. Vous savez, cette époque où on avait des animés vraiment poignants qui popaient de nulle part, comme Kanon, Clannad ou encore R. Ce genre d'animé qui avait vraiment une ambiance spéciale et qui parvenait vraiment à raconter des histoires extrêmement poignantes. Bah là, c'est ce que cet animé m'inspire. Et pour être honnête, ça devient tellement rare les animés qui ont vraiment pour ambition de raconter des histoires à la fois transcendantes et vraiment émouvantes, que quand je vois Tonari no Yokai-san, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans l'animé en fait. Rien qu'à la bande-annonce, on comprend que l'animé va aborder tout un tas de thèmes vraiment déchirants, que ce soit la perte d'un être proche, la solitude, la dépression, les regrets, etc. etc. Non, vraiment, j'ai l'impression que cet animé n'est absolument pas l'un des plus attendus qui soit, et pourtant, il pourrait vraiment créer la surprise. Enfin bref, je sais pas si beaucoup de personnes seront intéressées par celui-là, mais si c'est le cas, alors rendez-vous le 6 avril 2024, et malheureusement, pour le moment, toujours pas de licence annoncée. Autre animé qui m'intrigue beaucoup, Yatagarasu. L'histoire nous fait vivre celle du clan des Yatagarasu, un clan connu pour en fait être une sorte de race de corbeaux à trois pattes ayant la capacité de se transformer en humain. C'est au sein de ce clan qu'on peut trouver Yukiya, le deuxième fils du chef de l'une des 4 grandes familles de nobles qui contrôlent le territoire de la Maison du Nord. Le truc c'est que Yukiya, il est mauvais, il n'est pas bon à l'école, ne sait pas se servir d'une épée, bref, il est pas doué quoi. Et pourtant, il est tout de même choisi pour assister au Wakamiya, le prince héritier de la cour impériale. Le truc c'est que Wakamiya lui aussi est considéré comme un idiot, et du coup, vu que c'est lui qui a hérité du trône, il est entouré de nombreux ennemis redoutables qui désireraient le voir mort. Du coup, Yukiya et Wakamiya n'auront absolument pas d'autre choix que de coopérer pour survivre, et ainsi prouver leur légitimité au sein de la cour impériale. Alors, pour tout vous dire, je vois personne parler de l'arrivée de cette sortie alors que très honnêtement, j'ai un bon feeling perso sur cet animé. Non mais sans déconner, il y a tout ce qu'on aime ici. De la baston, des complots, de la fantaisie, du drame, des histoires de trahison, de la vengeance et surtout, ça se passe dans un cadre de Japon féodal. Je pense vraiment que l'animé peut nous faire vivre une aventure de dingue aux côtés de deux héros très opposés qui vont tenter par tous les moyens de survivre face à une infinité de gens qui cherchent à les tuer. Les décors sont sensationnels, les personnages ont tous un truc qui donne envie de les connaître. C'est pas genre des stéréotypes qu'on a déjà vu dans d'autres animés du genre d'après ce que je vois. Le ton à la fois sombre et onirique des bandes annonces donne clairement un avant-goût de l'aventure qu'on s'apprête à vivre, et par-dessus tout, on a vraiment l'impression qu'on va atterrir dans un monde où il ne faut faire confiance à personne. Bref, du coup, rendez-vous le 6 avril pour découvrir ça, mais hélas, pour le moment, toujours pas de licence annoncée. Bon, et pour finir, on passe à l'animé que, je suis sûr, tout le monde attend, Kaiju numéro 8. À 32 ans, Kafka Hibino n'a qu'un seul rêve, intégrer les forces de défense face à la menace des Kaiju, des créatures gigantesques qui ont tendance à surgir de nulle part et de détruire absolument tout sur leur passage, aussi bien les villes que les habitants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour intégrer cette unité, il y a un examen à passer. Et ça, Hibino, il le sait bien, puisque il a échoué un nombre incalculable de fois. Du coup, il a pas vraiment le choix. Le seul taf qu'il peut faire, c'est celui de nettoyeur de cadavres de monstres. Ah niveau prestige, on repassera, Sauf que, étant donné qu'il est le héros d'un shonen que tout le monde a l'air d'attendre, son destin va très vite basculer. Puisqu'un jour, un monstre parvient à se faufiler dans son organisme et à l'attaquer subitement, le transformant ainsi en un homme mi-monstre, mi-homme et remi-monstre derrière. En soi, la particularité propre à tout héros de shonen. Du coup, bien évidemment, cette nouvelle particularité, il lui permet enfin d'intégrer l'unité de défense aux côtés de Mina Hashiro, son ami d'enfance qui lui avait promis par le passé de combattre un jour les monstres à ses côtés. Mais les nouveaux pouvoirs d'Hibino se révèlent être d'une puissance inouïe, le classant ainsi directement parmi les créatures les plus puissantes de ce monde. Ouais, parce que Hibino, il est désormais le Kaiju numéro 8. Alors oui, clairement, Kaiju numéro 8 est l'animé que tout le monde attend cette saison. Et très honnêtement, je comprends pourquoi, l'animé a tout pour devenir le prochain shonen à la mode. Je veux dire, tous les éléments qu'on a l'habitude de voir dans les autres shonen du type sont aussi regroupés ici. Mais personnellement,
je sais pas, je suis pas extrêmement hype pour tout vous dire. Alors, non pas à cause de sa qualité, hein, il est indéniable que Kaiju numéro 8 est l'un des animés qui va marquer le printemps, mais je vous avoue que c'est surtout à cause de sa hype que je suis un peu réticent. En fait, ça va paraître totalement débile, hein, j'en suis conscient, je viens tout juste de me remettre de la hype de Jujutsu Kaisen qui, disons-le, a parfois été un peu trop abusive, hein, de la part de certains extrémistes, et du coup je vous avoue que tous les retours qu'il y avait sur Jujutsu Kaisen, que ce soit les plaintes concernant les différences entre l'anime et le manga, les spoils à gogo, les débats vraiment puérils qui n'avaient pas lieu d'être, bah tout ça personnellement ça m'a un peu ruiné l'expérience de mon visionnage de la saison 2. Du coup ici quand je vois Kaiju numéro 8, j'ai l'impression que l'anime va provoquer les mêmes réactions. Alors peut-être que je me gourre totalement, hein, et j'espère vraiment, mais je vous l'ai toujours dit, quand il y a un anime qui est overhype, avant même qu'il soit sorti, bah j'ai tendance à le fuir et à regarder une fois que tout sera terminé. Alors oui, je suis clairement intéressé. Oui, je sais que je vais surkiffer parce que, bah, je l'ai déjà dit, Kaiju numéro 8 regroupe tout ce que j'aime voir dans un animé. Mais je peux pas me projeter tout de suite parce que, comme je l'ai dit, je préfère attendre que la hype soit un peu adoucie, histoire de regarder l'animé une fois que tout le monde en aura déjà parlé, et ainsi éviter d'en garder un mauvais souvenir, comme pour Jujutsu Kaisen, quoi. Quoi qu'il en soit, faut quand même stipuler à quel point la réalisation de l'animé a l'air exceptionnelle, genre vraiment. Personnellement, j'adore ce ton cartoonesque qu'a l'animé en général, et ça pour le coup je trouve que ça change pas mal des œuvres de Mappa. Non franchement j'ai beaucoup trop hâte de voir le taf de Production IG pour cet animé, parce que quand on voit le travail somptueux qui a été fait sur Tengoku Daimakyo, honnêtement je pense que ça annonce que du bon. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 13 avril 2024 sur Crunchyroll. Voilà donc pour la longue liste des animés qui nous attendent cette saison, et comme vous aurez pu le voir, on va bien manger. Bon alors, il en existe encore d'autres, mais j'ai pas pu les ajouter dans cette vidéo parce que d'une part, au vu de tout ce qui va sortir cette saison, j'ai dû faire des choix, hein, forcément, pour que 1, ce soit pas trop long pour vous, et que 2, moi je fasse pas une commotion cérébrale sur le montage, hein, parce que là je vous avoue que rien de regarder ma timeline, j'ai des palpitations, mais aussi et surtout parce que la plupart de ceux que j'ai pas mentionnés, bah, soit ils avaient pas de synopsis, soit ils avaient pas encore de bande-annonce, ou soit ils étaient pas encore vraiment annoncés en fait. C'est pourquoi je vous invite, comme d'habitude, à vraiment aller checker la liste des mentions spéciales dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo, parce que vraiment, vous pourriez passer à côté d'un animé qui va peut-être carrément vous plaire cette saison, et si c'est le cas, vraiment je m'en voudrais. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on est très loin d'avoir terminé pour cette saison. Ah, je vous l'ai dit, hein, proscrivez toute vie sociale à partir d'aujourd'hui. Ouais, parce qu'il nous reste encore à parler des suites d'animés qu'on aura cette saison. Et là aussi, il y a du très lourd. Bref, c'est parti. Et on commence avec la saison 3 de Yuru Camp. Alors, cette saison fera directement suite à la deuxième. On suivra les filles du club qui, après avoir fait une petite virée à Izu, décideront de se lancer dans des nouveaux projets, mais cette fois accompagnées d'Ayano, l'ami d'enfance de Nadeshiko. Alors, personnellement, je n'ai regardé que la saison 1 de Yuru Camp, donc je peux pas dire que je suis totalement hypé, hein. Mais c'est vrai qu'en termes d'animé chill, on fait difficilement mieux. Du coup, je vais peut-être profiter de cette nouvelle saison pour me relancer dans cet animé en fait. Enfin bref, cette nouvelle saison sera disponible à partir du 4 avril sur Crunchyroll. La saison 3 de The Irregular at Magic High School pointera également son nez ce printemps et adaptera à elle seule les arcs Double Seven, Steeplechase et Ancient City Insurrection du light novel. 3 arcs en seulement une saison. Bon, je pense que ça annonce du lourd, hein. Alors, je sais pas si beaucoup de gens sont à jour sur cette série, du coup, je vais éviter de spoiler quoi que ce soit en parlant du synopsis de cette saison, hein. Tout ce que je peux dire, c'est que, personnellement, j'avais complètement zappé la saison 2. Je vous jure, j'avais complètement zappé qu'elle existait. Et bah du coup, l'annonce de la saison 3 m'a vraiment donné envie de me remettre à l'animé. Et surtout que là, comme j'ai dit, ça va adapter 3 arcs différents en une seule saison. Donc je pense qu'on va bien évolué en termes d'histoire. Voilà, du coup ça me donne envie de connaître un peu la suite. Du coup cette saison 3 sera disponible à partir du 5 avril 2024 sur Crunchyroll. Autre très grosse annonce pour ce printemps avec le retour de Moi quand je me réincarne en slime. Ouais, j'ai préféré tirer le titre en français pour le bien de vos esgourdes. Ouais, c'est avec sa saison 3 que l'animé fait son retour. Et cette saison fera suite directe avec le film si j'ai bien compris, dans lequel on apprenait l'histoire du royaume de Raja, si je me souviens bien, hein, parce que moi et mes souvenirs ça fait 2. Enfin bref, cette fois Limulé et ses amis vont devoir faire face à un nouveau conflit qui pourrait bien plonger le pays dans le chaos le plus total. Alors, on en sait très peu sur cette saison, et n'ayant pas lu le light novel, je pourrais pas totalement vous situer ni même vous donner des précisions concernant l'intrigue, mais ce que je sais c'est que, au vu de la fin de la saison 2, je n'ai qu'une seule envie, c'est de revoir Limulé à l'action. Vraiment, je sens qu'on va clairement pas être déçu de cette nouvelle saison, et que en plus, elle permettra à beaucoup de personnes de renouveler leur PP Twitter. Enfin bref, quoi qu'il en soit, rendez-vous le 5 avril sur Crunchyroll pour voir ça. Autre suite annoncée, avec celle de Hibike Euphonium, qui revient pour une 3e saison. Alors, perso, j'ai jamais regardé cet animé, ouais, je sais, c'est honteux, donc je pourrais pas vous donner plus d'informations concernant son synopsis, parce que j'ai trop peur de dire des conneries. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette saison sera une suite directe du film Chikai no Final, et reprendra aux côtés de Oma et Komiko durant son année de terminale.
Bref, si vous êtes fan de l'anime, alors rendez-vous le 7 avril sur Crunchyroll. Bon, maintenant on passe évidemment à l'une des plus grosses annonces de ce printemps, avec le retour tant attendu de Mushoku Tensei. Et oui les amis, on va enfin avoir le droit à cette deuxième partie qu'on attendait tous. Alors, après avoir terminé la première partie sur les retrouvailles de Rudeus et Sylphie, on va enfin découvrir leur nouveau quotidien de jeune couple au sein de l'Académie de Magie. Alors, personnellement, j'ai pas été voir le synopsis pour pas me spoil, étant donné que Mushoku Tensei est l'une de mes plus grosses attentes de cette saison. Du coup, je peux pas vraiment vous raconter de quoi va parler cette suite, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que d'après ceux qui ont lu le light novel et le manga, alors attention, je vous fais confiance à tous ceux qui m'ont dit ça, cette deuxième partie va être bien plus rythmée que la première, et que apparemment, on risque d'être choqué. Du coup, bien évidemment que ça me hype encore plus en fait. Bref, rendez-vous le 7 avril sur Crunchyroll pour déguster ce poulet. Autre petite annonce pour ce printemps avec le retour de Shinigami Botchan to Kuromed. Alors, cette troisième saison est prévue pour adapter les tomes 11 à 16 du manga, et donc notamment l'arc sur les révélations des origines de la malédiction du duc. Alors, perso, j'ai jamais regardé l'anime, donc je peux pas vous en dire plus que ça malheureusement. J'espère juste que cette annonce réjouira les fans de l'anime quoi. Bref, quoi qu'il en soit, l'anime sera disponible le 7 avril sur Crunchyroll. On continue avec la saison 5 de Date Alive. Cette 5ème saison adaptera le tome 17 du manga en se penchant sur l'affrontement entre Shido et ses camarades face aux forces combinées de DEM. Le but de Shido, il est simple, sauver Kurumi. Mais au vu des ennemis qui se dressent devant lui, le défi s'annonce particulièrement difficile. Alors, faut savoir que Date Alive possède 22 tomes en tout, donc cette 5ème saison permet à l'histoire de se rapprocher un peu plus de la fin. Alors, perso, j'ai regardé que la première saison, donc je peux pas vous en dire plus que ça, mais si un jour l'anime se termine, je pense que je regarderai de nouveau, parce que d'après ce que je vois là avec la bande-annonce, ça a bien changé quand même comparé à mon souvenir de l'œuvre. Bref, l'anime sera disponible à partir du 10 avril sur Crunchyroll. Autre très grosse annonce avec le retour de Konosuba. Alors, ce fut très long, mais ça y est, après un spin-off basé sur la jeunesse de Megumin avant de rejoindre le groupe de Kazuma, qui en soi était pas vraiment dans l'esprit de Konosuba mais était très agréable à regarder, cette troisième saison adaptera enfin la suite des aventures du groupe. Dans cette saison, on va découvrir la princesse Iris, qui, après sa rencontre avec Kazuma, va directement tomber sous son charme, l'obligeant même à s'installer dans la capitale royale. De son côté, Kazuma, il va se servir de cette situation pour vivre sa meilleure vie de nouveau chouchou de la princesse. Vous commencez à connaître Kazuma. Jusqu'au moment où il va apprendre qu'un voleur rôderait. Du coup, en bon prince qu'il est, Kazuma décidera de s'occuper de son cas. Bordel, vous imaginez pas à quel point j'ai hâte de retrouver cette équipe de bras cassés. Personnellement, pour moi, Konosuba est sans doute l'isekai sur lequel je prends le plus de plaisir. Vraiment, je vous jure, je suis giga fan. Et le voir revenir après une très longue attente, vraiment, ça me comble de bonheur. Enfin bref, cette saison 3 sera disponible à partir du 10 avril 2024, mais pour le moment, et ce qui me fait très peur, je vais être honnête avec vous, c'est qu'on n'a toujours pas de licence annoncée. Donc à voir où ce sera disponible, mais j'espère en tout cas que ce sera disponible en français et assez rapidement. On passe maintenant à une autre très grosse suite qui a été annoncée avec celle de la partie 2 de la saison 2 de The Misfit Demon King Academy. Je pense que vous l'aurez compris, mais cette deuxième partie sera une suite directe de la précédente et adaptera l'arc Selection Judgment du roman. Dans cette partie, on va retrouver Anos qui va se retrouver mêlé dans un nouveau conflit avec diverses divinités. Ouais, Anos, il va être obligé de participer à une sorte de tournoi dans lequel les participants auront été sélectionnés par des dieux, ce qui, entre nous, annonce des bastons de folie. Bon, j'ai pas encore eu le temps de regarder la première partie de la deuxième saison, donc perso je pourrais pas vous dire grand chose de plus sur cette deuxième partie, mais en tout cas, un arc tournoi avec Anos qui est connu pour être giga balèze, en vrai ça me rend curieux pour être honnête. Du coup je vais vite me faire cette première partie. Bref, l'anime sera disponible à partir du 12 avril 2024 sur Crunchyroll. Cette saison on aura également le droit à la saison 7 de My Hero Academia. Un an après la saison 6, le retour de Midoriya annonce du lourd si vous voulez mon avis. D'une part parce que cette saison, elle va être la suite directe de la 6ème, et donc au vu de la fin de cette dernière, on peut s'attendre à pas mal de trucs assez fous, comme des grosses bastons, notamment avec Shigaraki, qui est, je vous le rappelle, l'ennemi public numéro 1 à l'heure actuelle, mais aussi et surtout la découverte de nouveaux héros, et cette fois, des héros américains. Et on connaît les Américains en termes de super-héros, Mais ce qui s'annonce cool aussi avec cette saison, c'est que, mine de rien, on se rapproche de plus en plus de la fin. Et ça, mine de rien, ça peut vraiment avoir un impact considérable en termes de rythme, et faire de l'anime une vraie usine à cliffhanger. Bref, perso, ça me tente bien, même si c'est pas le shonen que j'affectionne le plus, il a quand même le mérite d'être prenant dans sa narration. Du coup, ouais, bien évidemment que je vais suivre ça assidûment. Bref, cette saison 7 sera disponible à partir du 4 mai 2024 sur Crunchyroll. Ouais, va falloir encore être un peu patient. Et on finit avec une autre giga annonce qui va faire plaisir à beaucoup de monde, même si je suppose que tout le monde est déjà au courant. Le retour de Demon Slayer et de sa 4ème saison. Alors, je vais pas m'attarder sur le sujet, j'en suis vraiment désolé, parce que perso, j'ai pas encore regardé la saison 3, et d'après ce que j'ai compris, il y a des trucs assez fous qui se passent dedans. Ouais, aussi surprenant que ça puisse paraître, je me suis pas encore fait spoiler, et je tiens à ce que ça reste comme ça, donc bon, m'en voulez pas si je vous en dis pas un peu plus sur cette saison 4, Bref, cette saison 4 est prévue pour le 12 mai 2024 sur Crunchyroll.
Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu découvrir de nouveaux animés qui vous intéresseront pour cette saison. J'espère aussi qu'elle n'aura pas été trop lourde à regarder pour vous. Enfin, et bref, j'espère qu'elle aura été utile, quoi. Que j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai extrêmement hâte de produire les prochaines vidéos qui parleront de ces animés en question, parce que vraiment, je sens que cette saison, il va y avoir de quoi faire. Enfin bref, personnellement, je vais juste aller me reposer parce que cette vidéo a pompé toute mon âme. Là, vraiment, j'en peux plus. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Et je le dirai jamais assez, mais merci pour tout.